Ils sont nombreux, ces élèves qui ont déjà reçu leur bulletin, leur carnet de notes pour la fin d'année, ce qui veut dire qu'ils sont officiellement en congé. Et vous avez constaté que c'est de plus en plus bondé dans les marchés et dans les grands carrefours. Pour ce qui est de la ville de Douala, ces enfants qui effectuent du petit commerce. Et donc ce matin, nous nous intéressons principalement à l'âge requis pour envoyer les enfants dans la rue. Est-ce qu'il y a un âge finalement pour pouvoir envoyer les enfants effectuer du petit commerce? On va tenter de comprendre ce phénomène qui se répand au fil des années au Cameroun avec notre invité, le docteur Sabine Eta Fouda Bidzoa. Elle est psychosociologue. C'est donc avec elle que nous allons, dans le cadre de l'entretien, essayer de comprendre ce phénomène. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. J'adresse un bonjour tout particulier à vos milliers de téléspectateurs et je suis très ravie d'être parmi vous. Merci. Et vous êtes là justement pour parler de ce phénomène-là. Vous avez certainement entendu parler. Certains d'entre nous-mêmes ont eu à le faire, c'est-à-dire du petit commerce pendant les vacances. Sauf qu'au fil des années, l'on se rend compte qu'ils sont de plus en plus jeunes, ces enfants-là que les parents envoient dans les rues pour effectuer du commerce pendant cette période consacrée aux vacances. Alors, docteur, comment est-ce qu'on peut justifier ce phénomène-là ? Alors, dire que j'ai entendu parler, je vais dire que non, c'est un phénomène social que nous vivons au quotidien. Déjà que c'est un phénomène qu'on observe même pendant les périodes de classe. Il faut le dire, on rencontre des enfants, de très très jeunes enfants, qui font du petit commerce dans la rue et on en vient à leur demander s'ils ne vont pas à l'école. Et la réponse qu'ils disent, c'est que non, nous sommes de matin, nous sommes de midi. Et ça fait qu'entre deux périodes de classe, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre espace, l'enfant se retrouve dans la rue à rechercher, je vais appeler ça de la pitance, pour soutenir les parents, pour justement assurer leur éducation, leur prise en charge. Donc, comment expliquer ça? Je veux dire que les raisons sont toutes connues, les raisons sont toutes connues, elles sont liées à la précarité sociale dans laquelle les familles aujourd'hui vivent et même les familles ont souvent vécu, notamment en ce qui concerne nos familles africaines et particulièrement les familles camerounaises, celles qui sont dans les grandes villes principalement. Et la deuxième raison également, c'est la disponibilité de la demande. La disponibilité de la demande, parce que vous rendez bien compte que lorsque un client, entre guillemets, même si ces enfants ne sont pas considérés comme des commerçants, même si un client, du point de vue de la loi, je veux dire, même si dès lors qu'un client voit un enfant, il est pris d'affection, il est pris en fait, il est envahi par les sentiments et ça le pousse à acheter le produit même s'il n'en avait pas besoin. Et ça encourage, donc c'est ce que j'appelle la disponibilité de la demande, puisque si les acheteurs prenaient conscience du fait que lorsqu'un enfant a 6 ans, 7 ans, il n'est pas capable d'établir une relation commerciale avec un commerçant, il ne sait pas discuter, il ne sait pas trader, comme les anglophones le disent mieux, il ne sait pas trader. Donc, ce n'est pas une personne responsable qui peut répondre du produit qu'il vend. Donc, du coup, on ne devrait pas acheter. Mais malheureusement, c'est plutôt le contraire parce que nous sommes bien contents généralement d'acheter, de discuter avec ces enfants et ça les encourage à aller dans la rue. Une autre raison, évidemment, c'est, je ne veux pas dire l'abandon, mais la difficulté que les parents peuvent éprouver à prendre en charge un certain nombre d'enfants. Vous savez que nos familles sont
essentiellement pléthorique en termes de nombre d'enfants. Et lorsque ces enfants ne sont pas couverts par la sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est le parent travailleur qui reçoit des allocations familiales pour les enfants, mais les autres parents qui sont dans l'informel, qui font des petits métiers au quotidien, ne reçoivent pas cette aide qui vient de l'État. Ça fait que ces parents éprouvent certaines difficultés à pouvoir prendre en charge les nombreux enfants qu'ils ont. Ça fait que, en fait, ce que je veux dire en conclusion par là, c'est qu'il y a des causes multiples, c'est-à-dire c'est vraiment c'est un phénomène multifactoriel qui est extrêmement difficile, qui est même lié directement à la forme, de la prise en charge sociale de notre pays, voire même de beaucoup de pays dans notre continent. Mais est-ce que ces enfants-là, ce qu'ils rapportent à la maison est, on va dire quoi, considérable peut-être pour pouvoir gérer les charges de la famille? Est-ce que ça vaut la peine de les envoyer dans la rue finalement? Non, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Vous savez bien que, d'ailleurs, c'est un facteur que j'ai oublié de mentionner, c'est que les enfants qui sont souvent dans la rue, ça peut aussi être, ça c'est pas très prouvé, mais ça peut aussi être pour les occuper. Peut-être parce que le parent lui-même est dans le petit commerce et l'enfant aussi apprend par là à faire du commerce. Donc, c'est une forme de formation, on va le dire comme ça. Mais il y a beaucoup de conséquences aussi oui, à ce type de formation-là. On va venir aux conséquences, mais je réponds tout d'abord au revenu. C'est-à-dire, est-ce que le revenu est consistant? Je disais que là n'est pas la question. Parce que le plus important, c'est que l'enfant, en fait, est occupé et il apporte une petite plus-value par rapport à ce qu'on lui a donné. Et le plus important n'est pas souvent même le bénéfice, mais c'est juste qu'il apprenne, parce que tout le monde sait, et puis c'est des grandes théories d'apprentissage en psychologie qui le démontrent, qu'on apprend aussi par les échecs. Ça veut dire qu'il va se faire tromper, parce qu'il y a beaucoup qui se font tromper. Il va être tout de même confronté à la réalité du dehors, la réalité de la rue, et puis ça le forge un tout petit peu, oui. Venons maintenant aux conséquences. Il y a des kidnappings, justement, vous avez parlé des enfants qui peuvent se faire également escroquer. On peut vous voler toute votre marchandise et vous rentrer en pleurs à la maison. Il y a des viols également sur des filles mineures. Voilà, il y a beaucoup de conséquences liées quand même à ce phénomène-là, des conséquences qui ne sont pas à négliger. Pas du tout, hein, les conséquences ne sont pas du tout à négliger parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène des enfants vendeurs ou les enfants apprentis commerçants, c'est un phénomène en fait qui est très risqué, parce qu'il expose l'enfant à des réalités qui ne sont pas conformes, hein, qui ne sont pas en harmonie avec son âge, avec son expérience. D'ailleurs, qu'il n'en a pas beaucoup. Mais je pense que les parents font une énorme erreur parce que un phénomène aussi dangereux qui, si on prend un ratio de 10, peut avoir 9 conséquences malheureuses et une seule conséquence positive, mais les parents préfèrent privilégier la conséquence positive au détriment de toutes les autres conséquences. Parce que n'allons pas au niveau des cas graves de viol et tout ça. Prenons simplement le fait de la circulation. Oui. Voilà, quand vous regardez comment se fait la circulation et vous vous demandez comment est-ce qu'un parent réussit à faire table rase de tout ce qu'il y a dans nos rues comme difficulté de circulation, du point de vue de la délinquance liée à la circulation, il fait table rase de tout ça pour envoyer son enfant dans cet environnement. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème, soit la motivation de base est extrêmement forte, soit il y a un peu d'ignorance et un peu de négligence qui font que de toute façon, au-delà, associé à cela, toutes les autres causes, les viols et tout ce que vous dites, l'enfant mérite d'être protégé. Quelle est la part de responsabilité justement de l'État face à ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui peut encadrer cela? Oui, évidemment, en termes de cadre juridique, il y a bel et bien un cadre juridique. Vous savez que
il est interdit, même ce n'est pas une question de l'État, ce sont des lois que l'État du Cameroun a ratifiées. Donc, il y a un cadre juridique qui dit qu'on ne fait pas travailler des enfants à des faits lucratifs. C'est-à-dire pour des besoins lucratifs, on ne fait pas travailler l'enfant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la responsabilité de l'État ne va pas se comprendre seulement au niveau de la répression, c'est-à-dire que le cadre juridique qui pourrait induire des peines peut-être de prison, de menaces et tout ça aux parents. Il faut repenser en fait le mode de vie, l'environnement de vie et même l'environnement de manifestation de tout ça. En fait, quand on a des enfants qui sont libres, alors que les parents sont occupés à autre chose, nous avons à peu près 8 millions d'enfants qui vont à l'école, du primaire, de la maternelle jusqu'au supérieur. Quand ils ont terminé l'école, qu'est-ce qu'ils font? Heureusement que nous avons le recours au village, et ce recours au village n'est pas toujours facile, parce qu'il faut avoir des personnes qui reçoivent des enfants là-bas. Oui. Et même lorsqu'ils sont allés au village, c'est une autre éducation, c'est un autre encadrement. Et on n'est pas sûr de leur protection même étant là-bas. Ça veut dire que le parent est vraiment dans une situation très difficile avec les enfants. Qu'il ait un seul enfant ou qu'il ait beaucoup plus, vraiment il est dans la difficulté d'organiser. On va sortir par cette question. Puisque les parents, finalement, n'ont pas d'autre choix face à la conjoncture économique au Cameroun, quel est donc l'âge requis pour pouvoir envoyer un enfant dans la rue? Moi, je ne trouve pas d'âge pour envoyer un enfant dans la rue. Il n'y en a pas. C'est une mesure nous appelons ça le système D. Et quand on est dans la débrouillardise, il n'y a pas de loi. J'ai parlé de la jungle tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge. L'enfant doit être majeur quand même? Non, l'enfant, quand il est majeur, il n'est plus enfant. Mais quand on parle d'enfant, l'enfant doit vivre son enfance et il doit la vivre de manière épanouie, de manière sécurisée, de manière encadrée. Donc, le mettre face au risque ou l'exposer au risque, sous quelque prétexte que ce soit, vraiment, je ne donnerai pas ici un âge. Il n'y a pas d'âge parce que c'est une activité qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, s'il faut organiser, je pense que les structures publiques doivent s'asseoir pour vraiment repenser ça et afin de trouver des lois, des règles qui vont permettre à tout un chacun et à chaque acteur économique de prendre en charge cette question qui est une question de somme toute pertinente pour notre société. Merci à vous, Dr Sabine Etafouda Bizoa, d'avoir répondu à toutes nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie et merci.